Bonsoir à tous. Je profite de cette occasion déjà pour remercier Michel et Olivier d'avoir accepté mon invitation. Et donc, je vous remercie tous les deux de la part de tous les autres. Si vous voulez, je vous laisse, mais genre très rapidement, 30 secondes chacun vous présenter. Ensuite, on commence. Ouais, je sais pas. Moi, j'aime pas me présenter de toute façon. Alors, Olivier, tu veux te présenter? Et on profite pour présenter Michel après. Exactement, j'en profite pour dire que donc, je suis Olivier et que en fait, j'ai rencontré Michel il y a une dizaine d'années parce que c'est lui qui a été mon formateur pour passer ma CSM et ma CSPO. Voilà. Et puis après, Michel m'a donné très très envie d'aller plus loin. Et de fil en aiguille, au fil de quelques rencontres avec d'autres personnes, j'ai fini PST. Voilà. C'est vrai. Tu es un des élèves les plus curieux de la formation. C'est pas mal. Tu es un élève que j'oublierai jamais. C'est gentil. Tu es un prof que j'oublierai pas non plus. Super. Donc, là, on se voit aujourd'hui afin de discuter un petit peu de la nouvelle version du Scrum Guide donc, qui vient de sortir et des différences entre cette version-là et la version 2017. Du coup, donc, première chose, donc, ce qui a été annoncé par les co-créateurs de Scrum, c'est que Scrum, c'est toujours Scrum avec le même esprit Scrum, mais c'est que c'est un petit peu moins prescriptif. Et donc là, on va penser par exemple, on va le voir plus en détail, mais ça fait penser par exemple au retrait des trois questions du. Je sais que beaucoup l'attendaient, c'est là. Donc, au retrait des trois questions du Daily Scrum qui étaient données comme un exemple, ou alors le fait de dire que à la fin de la rétro, il faudra absolument prendre au moins une action et la mettre dans le prochain sprint backlog. Donc, je pense que. Si je peux parler de l'exemple des trois questions, ça pour moi, ça a été la meilleure chose qu'ils auraient pu faire. Et en tant que formateur à plusieurs reprises, alors, bon, si on retourne en arrière, hein, si on retourne dans le temps, les trois questions faisaient partie du Daily Scrum, elles étaient obligatoires. Avec le temps, c'était fortement recommandé. Après, c'était l'équipe décide comment elle le fait. Puis bon, s'ils veulent, il y a ces trois questions-là. Ça, c'était la dernière version de 2017. 2017, ils disent bon, voilà, ils peuvent avoir une discussion ou avoir des questions. Et puis voilà des exemples de questions. Et là, finalement, ils ont compris que mais non, c'est l'équipe qui décide, c'est l'équipe qui décide. Et il n'y avait rien de plus frustrant en tant que formateur de devoir expliquer aux gens que ces trois questions-là, c'était une des raisons pour lesquelles les gens ne voulaient pas y aller. Hein, oui. Ça, honnêtement, c'était un grand moment de joie pour moi. Je ne sais pas, toi, Olivier, comment tu l'as reçu, celui-là, des trois questions qui sont plus là. Oui, parce que c'est vrai, tu as raison, Michel. Enfin, comme les gens, généralement, ils ne lisent pas le guide ou en diagonale, ils voient qu'il y a trois questions, ils ne voient pas la petite phrase qui dit c'est un exemple, c'est optionnel, c'est pour démarrer, quoi. Il reste, il y a les trois questions rituelles. Et du coup, effectivement, le nouveau guide, pour moi, il cherche à être plus aidant. Et quelque part, dans l'ancien guide, il voulait nous aider en nous donnant un modèle, et les gens prenaient des modèles un peu de manière bourrin, sans trop réfléchir. Donc, le guide est moins prescriptif, mais la contrepartie, c'est que le guide nous demande de plus réfléchir. Donc, vous avez d'autres exemples par rapport à ce point de moins prescriptif? Moi, j'en ai plein. Mais bon. Après, on a combien de temps ici à discuter? Oui, on en parlera un petit peu plus dans le détail. Ouais. Ok, donc ensuite, donc l'une des premières choses qui ont attiré mon attention, c'est que, et en fait, ça, je suis parfaitement d'accord, c'est que avant, on disait que Scrum était simple à comprendre, mais difficile à maîtriser.
Et je pense que cette difficulté, c'était surtout de gens qui ne sont pas convaincus par les bases sur lesquelles Scrum a été fondé. Donc, il n'est pas vraiment difficile à maîtriser. Ce qui peut le rendre difficile à appliquer, c'est surtout certaines personnes qui vont, par exemple, avoir du mal à avoir une seule personne à prendre toutes les décisions sur le produit. Ou alors encore des personnes qui veulent contrôler, commander des équipes et donc qui sont fondamentalement contre l'esprit d'auto-organisation. Et donc, pour moi, si on est convaincu de l'empiricisme, qu'une équipe qui s'auto-manage, donc comme on disait, s'auto-organise est plus efficace et plus innovante, et surtout, donc, le plus important est que livrer de la valeur, et donc livrer quelque chose de valeureux aux clients au-delà des intérêts personnels et de ce qu'on pourrait appeler politique dans les entreprises. Donc, je pense que si on est vraiment convaincu de ces bases, Scrum va être vraiment simple à comprendre et simple à maîtriser. Est-ce que vous pensez qu'il y aurait d'autres raisons pour lesquelles on aurait simplement rayé ces mots du Scrum Guide? Dans l'esprit de le rendre plus lean, quelque part, ça n'apportait pas grand-chose de dire simple à comprendre, difficile à maîtriser, voire c'est limite un peu pompeux, quoi. Donc, juste de dire que c'est un framework, c'est un simple framework avec juste quelques règles, et puis basta. Alors moi j'ai une perception un peu différente là-dessus, et puis ça, c'est mon côté polémique. Moi, je pense que c'était un côté un peu lâche, parce qu'en fait, il continue simple à comprendre et difficile à devenir bon là-dessus, parce que tout ce qui est très simple et tout ce qui est très libre demande une maturité énorme. Et le gros problème, c'est que les gens n'ont pas de maturité. Mais c'était tellement difficile de l'expliquer aux gens, surtout les gens qui lisent bêtement et qui réfléchissent pas derrière. Et je pense que c'était un ras-le-bol. Les gens trouvaient ça comme une excuse. Ah, mais j'ai échoué parce que c'est difficile de devenir bon en Scrum. Mais en fait, les gens ne comprenaient pas que, en fait, non, Scrum, c'est facile. Tu fais ton planning, tu fais ton daily, tu fais ta rétro, tu fais ta review. Alors, le quoi, il est là. Le comment, c'est à toi d'être intelligent et de trouver le comment qui fonctionne pour toi. Mais ce qu'il faut, c'est de la maturité, c'est de l'intelligence. Et puis, je pense qu'après des décennies en train d'insister qu'il faut avoir de la maturité pour pouvoir faire du Scrum comme il faut. Et Ken a essayé, je me rappelle à l'époque du Scrum Bot, il a essayé d'une façon très agressive et très directe. Et voilà, bon, après, qui connaît Ken connaît Ken. Et il n'a pas réussi parce que les gens, ils veulent des excuses. Et là, c'est un ras-le-bol. Vous voulez des excuses, maintenant, il n'y en a plus. C'est simple, point final. Clairement, oui, Ken l'a dit, hein, qu'il voulait que, en rendant Scrum simple, en fait, il force les gens à réfléchir. Oui. Et réfléchir, c'est pas confortable parce que et voilà. Et le truc intéressant, c'est que quand tu es chaud avec Scrum, il y a un seul coupable, c'est toi-même. Ouais. Et ça gêne. Alors, je pense que voilà, c'est à cause de la lâcheté des gens qui donnaient ils trouvaient ça, voilà, ah oui, mais n'importe qui comprend, mais c'est difficile à être bon. Et puis voilà, à cause de la lâcheté, ils l'ont changé. Voilà, alors arrêtez d'être lâche. C'est simple, point final. Et si ça ne marche pas, mais réfléchis pourquoi. Et fais de l'introspection. Moi, je pense que c'est plus à cause de ça. Mais après, bon, on ne sait pas ce qui se passe dans leur tête. Hein. Ils ne nous diront pas tout. On ne sait pas tout, non. Ils nous cachent des choses. Transparence. Yes. Donc, ensuite, le point, en fait, bon, là, on commence un petit peu à aller dans le fond. Là, c'était une phrase que tout le monde connaissait, mais qui ne parlait pas vraiment à tout le monde, qui était quand on parlait de l'incrément et qu'on disait potentially realizable increment. En fait, personnellement, quand je travaille, donc, que ce soit en formation ou en coaching avec des équipes issues du monde informatique, du développement logiciel ou du software, quand je parle de release et de realizable, ça passe vraiment, pas besoin de plus d'explications, on sait de quoi je parle. Mais par contre, quand je parle ou que j'accompagne des équipes qui ne sont pas de l'informatique ou qui ne sont pas dans du software et qui essaient d'utiliser Scrum,
Donc là, ça devient un petit peu plus compliqué, plus difficile d'expliquer ce que c'est potentially realizable. Et donc, je pense que le fait d'avoir changé ce terme juste en disant un incrément de valeur et surtout un incrément utilisable, ça parlera à plus de monde et vu la volonté de faire en sorte que le Scrum Guide, que Scrum ne soit pas utilisé que par l'informatique. Est-ce que vous pensez qu'il y a d'autres raisons qui se cacheraient là derrière? Moi, je suis assez d'accord avec ton point de vue que cette notion de livraison, de déploiement, c'est très, très IT. Et comme on vise à aller au-delà, je suis complètement de ton point de vue pour dire mettre un service à disposition, c'est effectivement le rendre utilisable, tout simplement. Moi, je pense qu'il y a deux choses. Il y a ça, et ce qui est intéressant, c'est que c'est un retour en arrière sur DSDM. Hein. Si on prend le livre de Jennifer des années 90, elle parle du minimum usable feature. C'est de là même où vient l'MVP et tout ça, et c'était la notion du RAD à l'époque. Alors, on revient un peu dans cette notion de le rendre utilisable. Hein. Et aussi, il y avait l'inconsistance, il y avait l'incohérence. Si on prend la définition de la DoD, on dit que d'abord, il y a la notion de l'entreprise, puis après, il y a la notion de l'équipe, hein, et puis l'équipe peut aller un peu plus loin. Et ce qui se passe, c'est que si on parle potentially releasable, c'est-à-dire que si tu es dans une banque, par exemple, et tu as un process de qualité qui est obligatoire, alors tu ne peux pas mettre en production sans passer par certaines étapes. Voilà, c'est le contexte, c'est le monde de la banque. Okay, c'est-à-dire que pour eux, leur DoD dit c'est prêt pour aller en QA, hein, mais la définition de l'incrément disait potentially releasable, c'est-à-dire qu'il y avait une incohérence entre les deux. Et ça crée une confusion énorme. Alors je ne suis pas sûr qu'ils aient pensé à ça, mais dans la formation, dans la dernière formation que j'ai eue, j'avais des gens qui viennent du monde de la banque, c'était beaucoup plus simple de leur expliquer parce qu'il n'y avait pas le mot releasable. Mais alors, même dans l'informatique, ça nous permet d'être plus cohérent, d'être plus aligné, d'avoir moins de problèmes là-dessus. Alors, je ne sais pas si ça a été fait exprès ou pas, mais moi, ça m'a donné un soulagement pour ce contexte-là et dire voilà, c'est utilisable. Alors, si pour vous, dans votre processus de qualité, c'est mettre à disposition de la QA, et c'est à partir de là que vous allez collecter les feedbacks, mais c'est ça pour vous. Voilà, et alors voilà, ça m'a enlevé comme une grosse pierre que j'avais dans le chemin pour certaines personnes, et ça simplifie la vie. Alors, donc finalement, ce point-là, ce n'est pas vraiment un changement sur le fond, mais c'est surtout pour que ce soit plus compréhensible. Je pense que ça permet les gens dehors de l'informatique de mieux comprendre et d'être plus alignés. Et par chance, ou je ne sais pas, ça simplifie aussi pour l'informatique. Ça rend les mots plus clairs et plus simples et plus humains. Mais je pense que c'est vraiment l'optique de ce nouveau Scrum Guide 2020. C'est globalement de rendre les règles plus claires pour tout le monde. Exact. Et pour ça, comme tu disais, il y a Scrum et Still Scrum, il n'y a pas de changement. C'est rendre les choses plus claires. Et effectivement, ce que disait Michel pourrait dire, j'ai fini, je passe à la QA, c'est malheureusement ultra fréquent et c'est symptomatique d'une mauvaise compréhension de la notion d'incrément terminé et de la dot dont on parlera sûrement plus tard. Hein. Donc, ça permet peut-être de rendre cette incompréhension plus facile à adresser. Ensuite, celui-là, bon, c'est, je pense, l'un des changements notables de cette version, c'est le fait de changer l'appellation entre Development Team. Et donc, aujourd'hui, on va les appeler Developers plutôt que la Dev Team. Et donc, je pense là aussi, ça n'aura pas vraiment d'impact sur la manière d'implémenter Scrum ou sur les équipes existantes, mais c'est surtout pour éviter des anti-patterns, comme par exemple un product owner qui va se sentir ne pas faire partie de l'équipe, alors qu'en réalité, il fait partie de l'équipe Scrum, il a toujours fait partie de l'équipe Scrum. C'est juste qu'il y aura cette manière de dire eux et moi. Donc, eux, la dev team, c'est une équipe de développement qui est à part, et moi qui suis avec eux dans une même équipe, mais sur une autre échelle. Donc là, je pense que c'est plus dans l'esprit d'équipe
Et donc, pour qu'on ait une idée, une équipe plus soudée et qu'on n'ait plus ces confusions-là. Ouais, il y a pas mal de points dans le nouveau guide qui montrent que finalement, il n'y a plus enfin, il y a toujours eu qu'une seule équipe, comme tu disais, mais il y avait des éléments qui pouvaient laisser interpréter comme quoi il y avait une équipe dans l'équipe et qu'il y avait une relation client-fournisseur entre PO et Exactement. Development Team. Donc, il y a pas mal d'éléments dans le nouveau guide qui effacent ça pour, encore une fois, aider cette collaboration entre PO et développeurs. Et après, Olivier, c'est un truc que même entre nous, hein, dans le vieux temps, quand on disait équipe, on pensait à l'équipe de dev. Ouais. Et voilà, c'est une erreur après, voilà, on l'a corrigé avec le temps, mais pendant très longtemps, quand on disait équipe, on pensait à l'équipe de dev. Et on disait l'équipe Scrum quand il y avait les trois rôles qui étaient là. Alors moi j'ai été un peu déçu du mot développeur parce que ça reste. C'est pareil. J'ai reçu quelques drafts avant. Je pense qu'Olivier aussi en a reçu quelques-uns avant. Et j'avais vu des options qui pourraient être meilleures. Alors, je n'ai pas le droit de les dire parce que j'ai un NDA signé des drafts que j'ai reçus. Mais j'ai été déçu. J'ai été vraiment déçu. On aurait pu être réalisateur. On aurait, voilà, Les doers, les réalisateurs. parce qu'ils ont fait tellement de bruit de dire on devient plus générique, on est moins orienté informatique. Et puis, pouf. Alors pour moi, ça se voit, j'ai un certain âge. À mon époque, on disait développeur en informatique, c'est les gens qui ont les compétences de développement. Alors c'était du test, de la mise en production, de la QA, du dev, de l'infra, de tout. Avec le temps, maintenant, développeur, on a l'impression d'être que des codeurs. Hein. Oui. Et Alors que c'est des codeurs front, des codeurs back, des codeurs back. Alors même dans les codeurs aussi. Alors, c'est-à-dire qu'on garde encore cette interprétation potentielle que c'est les codeurs. Alors ça, voilà, j'étais déçu. Je m'attendais plus, je m'y attendais beaucoup plus. Oui, pareil aussi. On Mais en fait, bon, là, quand les créateurs de Scrum l'ont pensé dans le sens développeur de produits, mais je suis complètement d'accord, j'aurais préféré que ce soit changé. Et donc, ça veut dire que nous tous qui sommes tous présents, là, les 45 personnes, on va continuer à galérer à expliquer que développeur, c'est toutes les compétences utiles pour fabriquer un produit. Exact. Mais après, un passage intéressant, que je pense que le problème, c'est un petit passage. Et c'est dans le Daily Scrum. Il dit donc que dans les Scrum, si le Scrum Master et ou le Product Owner, ils sont activement en train de travailler sur des tâches, sur des items du Sprint Backlog, ils participent à la daily. OK? Ça, Alors, c'est-à-dire que ça, c'est une chose que j'apprécie parce que finalement, les rôles sont des rôles et ce n'est plus des personnes. Ouais, on parle plutôt de accountability et on y arrive. Exactement. Alors, c'est fini l'emmerdement que j'avais souvent. Ah, est-ce que le Scrum Master fait partie de l'équipe de dev ou fait partie des développeurs, mettons? La question reviendra. Je veux dire, Scrum Master, c'est un rôle, développeur, c'est un rôle, et Product Owner, c'est un rôle. Il y en a l'équipe Scrum. Maintenant, une personne peut avoir plus d'un rôle. Mais c'est écrit dans le guide que si tu as deux rôles, pendant le Daily Scrum, tu n'es qu'un développeur. C'est-à-dire que si on a besoin d'un facilitateur pour le Daily Scrum et toi, tu es un développeur / Scrum Master, tu ne peux pas faciliter le Daily Scrum. Il faut comprendre ça. C'est écrit noir sur blanc. Il faut rappeler quelqu'un d'autre pour faciliter l'événement. Alors là, maintenant, moi, en tant que formateur, ça me simplifie la vie. Hein. Ça me simplifie la vie. Je ne sais pas, toi, Olivier, ce que tu en penses là-dessus. Mais Oui, moi, il y a aussi un autre élément, c'est que je me dis que quelque part, comme Scrum a quand même 25 ans, peut-être que c'était un mot qui était trop difficile à faire changer par rapport à un historique. Oui, alors moi, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont chialé quand le mot développeur avait disparu dans un des drafts. Je me rappelle. Voilà. Oui, il y a des gens qui sont attachés. Mais alors ça, c'est une chose qui me dérange, et ça fait partie de la communauté des gens qui sont, on va dire, les guides level dans la communauté Scrum. Ce qui me dérange, c'est qu'ils disent tellement aux gens qui doivent être ouverts, hein, l'ouverture, une des 5 valeurs de Scrum, qui doivent aller de l'avant, et il faut accepter le changement, parce que c'est ce qu'on fait. On va chez nos clients et on les embête énormément, dire voilà, il faut être ouvert, il faut accepter le changement, il faut évoluer. Mais, pardon, mais appliquons-le pour nous aussi. Voilà, le mot développeur, tournons la page là-dessus. Si on veut vraiment que Scrum sorte de l'informatique et aille au-delà, il faut qu'on fasse les pas nécessaires. Voilà. Oui, tout à fait d'accord.
Après, c'est vrai, moi, je ne suis pas trop connaisseur des autres métiers hors IT, mais c'est vrai qu'il y a des notions de business développeur, des gens qui développent du business. Et je ne sais pas si le terme développeur est utilisé dans beaucoup d'autres corporations. Les gens doutent. On aurait pu mettre les ouvriers, parce que ça reste, on est des ouvriers, c'est les gens qui font le travail. Ouais. Ouais. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Moi, je disais, alors c'est les gens qui réalisent, alors c'est l'équipe de réalisateurs, les gens qui réalisent le travail. Mais bon, après aussi, réaliser peut être mal interprété. Et Ouais. c'est pas une tâche facile. Changer ce mot-là, J'aurais été les gens gêné, sont ouais. jamais contents. J'aurais été gêné, pardon, Michel, avec les réalisateurs, parce qu'on disait dans le truc précédent que Scrum, c'était pour développer, maintenir et livrer des produits complexes. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ça met un peu de côté le côté maintenance et livraison. Donc, c'est Ouais. vraiment un terme délicat à changer. Pour moi, le terme qui, en fait, d'ailleurs, c'était la proposition que j'avais fait sur le site Scrum Guide, c'était doers. Les doers, c'est ceux c'est ceux qui font, donc que ce soit réalisation, maintenance, etc. C'est les doers. Mais après la carrière, ce qui se passe, et peu importe le terme qu'ils auraient mis, il y aurait toujours du monde qui n'allait pas être content, ça c'est certain. Et tant qu'à y être ils ont tellement changé en rien changeant que s'ils auraient fait encore un petit changement sans rien changer, ça aurait été beaucoup plus compliqué. En fait, ce Scrum Guide, il aurait dû être sorti il y a 3 mois en arrière. C'est qu'il y a tellement de gens qui ont chialé, qui ont réclamé, qui ont crié, qui ont fait des scandales, et il est resté, voilà. Et moi, les versions que j'ai vues, il y a eu des gros mouvements d'un côté à l'autre. On a vu qu'il y a eu des gros rollbacks sur certains points. Bon. Le point important, c'est d'avoir enlevé le terme team. Team, oui, ça c'est génial. Ça, c'est génial, oui. Il y a une équipe et c'est fini. Ça, c'est génial. Donc, ensuite, l'appareil, c'est pareil que, pas que DevTeam, mais pareil que le point d'avant, c'est que ça ne change pas vraiment dans le fond. Donc, le concept reste le même. C'est juste que ça enlève un petit peu d'ambiguïté. Donc, là, dans la nouvelle version, on a plutôt self-management plutôt que de self-organization. Et donc, là où on s'arrêtait à définir ce qu'était l'auto-organisation, est-ce que l'équipe en tant qu'une équipe auto-organisée, est-ce qu'elle peut carrément avoir le droit de virer un élément perturbateur de l'équipe ou est-ce que ça s'arrête juste à organiser son travail en interne? Donc, on pouvait expliquer donc, avec nos différents clients ou alors lors de formation ce que c'est le terme self-organization, mais ça posait toujours des problèmes à compréhension. Et donc, pour moi, c'est vraiment bien qu'on ait changé le terme parce que moi, souvent, j'utilisais ce terme-là avant même que le nouveau Scrum Guide sorte. Donc pour moi, c'est plus pour éclaircir les idées et éclaircir les choses pour vraiment dire ils sont vraiment auto-managés, auto-gérés et donc ils n'ont pas besoin d'une autorité qui va les gérer ou qui va leur dire comment faire. Tu veux commencer, Olivier? Ouais, mais c'est très délicat en fait de savoir, encore une fois, nous on n'était pas dans la tête de Ken et Jeff. Donc pourquoi est-ce qu'ils ont fait ce changement? Donc, qu'est-ce que eux ils mettent derrière ces termes qui sont difficiles à traduire en français en plus. Si je demande à quelqu'un dans la rue, est-ce que toi, c'est quoi la différence pour toi entre autogéré et auto-organisé? Quand même, sûrement, je pense qu'on est un peu sur l'épaisseur du trait. Et je pense aussi qu'en utilisant ce terme de self-management, on se raccroche beaucoup aussi, je dirais, à toute la littérature. Je pense en particulier à Leading Teams, travaux de Richard Ackman, où il parle de self-management avec différentes authority matrix, ce genre de choses. Mais après, sinon, je suis d'accord avec ce que tu dis aussi. Moi, le changement de terme, il ne me gêne pas du tout. En fait, moi, dans la formation, j'ai toujours auto-organisé, même voire auto-géré. J'ai toujours, voilà. Parce que moi, je pense qu'il y a une petite différence. Elle existe, elle n'est pas énorme. Mais c'est faire un petit pas en plus. Mais ce n'est pas très énorme. Mais ce qui est énorme, c'est dans la perception des Scrum Masters qui se pensaient chefs. Ça, c'est génial. Alors,
Moi, les gens qui me connaissent, moi, je suis très dans la confrontation, parce que je pense qu'avec cette confrontation-là, on peut apprendre, on réfléchit, on met les idées sur la table et on va au-delà de juste parler. Et là, ce qui se passe, les gens les Scrum Masters qui voulaient être chefs, alors d'abord, on regarde dans les événements, si on fait un CTRL-F Master dans le Scrum Guide, on trouve pratiquement dans le bloc, on explique le Scrum Master. Ailleurs, on ne le voit pratiquement pas. Avant, on le voyait toujours, le Scrum Master est responsable de garantir que l'événement a lieu et il enseigne les gens à rester dans le time box. Il y avait toujours la même phrase partout, un copier-coller. Là, ils l'ont enlevé. C'est-à-dire qu'on fait peut-être un surclassement sur la confiance qu'on fait aux gens qui sont dans l'équipe, aux développeurs. Hein. C'est difficile d'enlever cette pratique de dire l'équipe de développement, parce qu'on l'a dit tellement souvent pendant très longtemps. Et surtout, ça remet le Scrum Master à sa place. Tu es là pour Scrum. Et si les gens ne sont pas capables de faire leurs travaux par eux-mêmes, c'est qu'il y a un gros problème. Et le gros problème, normalement, c'est sûrement toi. Et ça choque. Et moi, je pense que ça va permettre. Alors, il y a un bon côté, c'est que les gens qui vont bien lire le guide et qui vont vraiment creuser, ils vont le comprendre. Moi, j'espère, parce que quand il y a le propos du guide, c'est clair à quoi sert le Scrum Master et c'est quoi Scrum. Quand on parle du Scrum Master, c'est clair. Et quand on lit le reste, on voit que maintenant, tout est autour de l'équipe. C'est l'équipe. C'est l'équipe. Okay, et on est revenu vraiment dans ça. C'est l'équipe. Okay, et on est vraiment très fort là-dessus. Et ça va faire beaucoup de bruit. Il y a beaucoup de gens qui vont bouder. J'en ai déjà eu quelques-uns. Je ne sais pas combien de formations tu as fait, Olivier, depuis le lancement du guide. Mais prépare-toi, formation Scrum Master, il y a du monde qui va bouder. Moi, je dis, on n'est pas là pour les convaincre, on est là pour leur expliquer. Il y a pas mal de réactions sur le fil de discussion, donc peut-être que ce serait pas mal qu'on les prenne. Oui. Là, c'est un terme effectivement qui parle. Donc, self-management, ça va encore plus faire peur aux managers en France. Ouais, peut-être, mais de toute façon, on n'est pas là pour pas leur faire peur, enfin, je pense. Quelque part, on est tous des agents du changement, donc ouais, ça pique un peu. Mais... c'est pas parce que le PO est clairement dans l'équipe et que donc l'équipe décide maintenant sur quoi travailler qu'on dit qu'elle est autogérée. Je pense pas que ce soit la raison, parce que pour moi, de toute façon, le PO a toujours été dans l'équipe Scrum. Ouais, je suis d'accord avec toi, mais il y a beaucoup de gens que j'ai vu à plusieurs reprises, hein, des gens qui ne veulent pas inviter le product owner à la rétrospective. Et rappelons-nous, ça a été clair à partir du Scrum Guide de 2017. Avant ça, c'était pas clair. C'était une participation qui était, voilà, elle était un peu brouillée. La version d'il y a 3 ans en arrière, il a laissé ça clair. C'est toute l'équipe Scrum qui y participe. Maintenant, c'est encore plus fort. Ouais. Parce que il y a une seule équipe. Maintenant, il n'y a plus de discussion là-dessus. Il n'y a plus de débat. Mais oui, ça a peur aux managers. Et je pense qu'il n'y a pas que le Scrum Guide qui fait peur aux managers. Hein. Il y a beaucoup de choses qui apparaissent. Voilà, c'est des entreprises libérées, des entreprises apprenantes. Il y a tout qui vient, et honnêtement, je vais être honnête, hein, moi je dis tout le temps, si tu as peur d'un petit, maintenant il y a combien de pages? Il y a 12 pages, 14 pages. Il y avait 19 avant la version anglaise, il y a un peu moins. Si tu as peur d'un petit bout de papier qui ne fait même pas 20 pages, méfie-toi, parce qu'il y a des choses qui sont beaucoup plus lourdes et beaucoup plus faciles à comprendre, à implémenter, qui va te faire beaucoup plus peur. Ouais. Ensuite, Daniel nous a mis d'un autre côté, le Scrum Master is accountable for the Scrum Team's effectiveness. Peut être vu comme le Scrum Master égale chef. Malheureusement, là où Daniel, où je te rejoins, c'est que de toute façon, ceux qui vont vouloir lire de travers le guide, ils y arriveront toujours. Oui, toujours. Quand on parle de l'efficacité de l'équipe Scrum, c'est parce que, en fait, si on regarde un peu ce qu'il fait, le Scrum Master, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il garantit un environnement serein autour de l'équipe. Okay, et la meilleure façon de savoir si cet environnement il est vraiment serein, il permet à l'équipe de travailler de façon cohérente, c'est parce que l'équipe elle arrive à atteindre sa pleine efficacité. Okay, alors, oui, on peut l'interpréter que, voilà, hein, c'est interprétable. Il reste, on a des failles dans le Scrum Guide nouveau. Hein. Elles ne sont peut-être pas les mêmes de ce qu'on avait, il y en a peut-être un peu moins, mais il y en a encore.
Et les failles, j'en ai trouvé quelques-unes. Je ne vais pas les citer parce que sinon, je n'ai pas envie d'avoir des élèves en train de m'embêter avec ces failles-là plus tard. Et de toute façon, le guide n'a jamais prétendu être parfait. Oui, c'est pour ça qu'il est révisé à chaque 3 ans. Ouais. Violaine, ensuite, nous a mis... Alors, je remonte dans le temps. Violaine avait posé une question à laquelle j'ai répondu, mais Michel, tu peux aussi apporter ta réponse. Elle me demandait, Violaine, si du coup les questions à l'examen portant sur le potentially reusable, est-ce qu'elles allaient changer? Donc, j'ai répondu côté Scrum.org et je ne sais pas si tu as des éléments de réponse côté. Non, je n'ai pas de questions là-dessus, alors ça va. Ok, d'accord. Et donc, moi, j'ai précisé que la terminologie, les certifs et les tests étaient en train d'être nettoyés pour être prêts pour le 10 janvier. Oui, alors à ce moment-là, on fait le même travail. Après, la date, je ne vais pas me lancer dessus parce que ça fait un certain temps que j'ai arrêté de travailler autour de l'examen. Mais je sais qu'on n'a pas de questions sur ce terme-là. Voilà. Alors, il faut comprendre, nous, la Scrum Alliance, on est un peu moins attiré sur les petits termes précis du Scrum Guide. C'est une question de préférence, hein. Alors, on est un peu moins impacté dans l'examen. Moi, après, j'ai beaucoup d'amis dans la Scrum Org. Je sais qu'eux, ils étaient très préoccupés avant le lancement sur certaines versions. Il y en a beaucoup qui ont réclamé des termes qui étaient là. Et c'est normal, hein, après, ils ont un examen à retaper au complet. Et du coup, Et pensez pas à l'examen, pensez à l'apprentissage. C'est l'apprentissage qui est important. L'examen, si vous venez en formation avec un PST ou avec un CST, peu importe, allez pour apprendre. L'examen, passer l'assertif, c'est une conséquence de l'apprentissage. Il faut avoir ça en tête. ouais. Totalement d'accord. Moi, je dis même clairement, la formation n'a pas pour objectif de préparer l'assertif. C'est un effet de bord. Ouais. Voilà. Non, mais Et là, c'est très clair, hein, c'est ce qu'on disait au début avant qu'on rentre avec tout le monde. La formation, c'est pour apprendre, l'assertif, c'est l'assertif. mais Michel, bon, juste une parenthèse par rapport à ça, c'est qu'en fait, j'étais déjà CSPSM, CSPO, et ensuite j'étais aussi PSM2 et PSPO, et pourtant je voulais apprendre quelque chose de plus sur Product Owner, et j'ai assisté à une autre formation PO. Donc, alors que j'avais déjà la certification, c'est juste que je voulais apprendre. Donc, Bien sûr. l'apprentissage, ça passe toujours avant l'assertif. Et après, il y a une chose polémique. On sait très bien que les gens, quand il y a une formation, il y a 3 intérêts, il y a 3 choses que les gens ils recherchent en formation. Alors, la première, c'est la connaissance, c'est ou valider ou aller chercher de nouvelles connaissances, mais valider des connaissances déjà acquises ou des nouvelles. La deuxième, c'est l'assertif. Alors, c'est avoir un logo pour pouvoir renforcer un peu son CV. Le troisième, c'est le networking. Connaître des gens, partager et puis augmenter son réseau. Ça fait partie du jeu, hein. On sait très bien. C'est pour ça qu'Olivier et moi, on s'est rendu au jeu, hein. On est formateurs certifiants. Ça fait partie du jeu. Il y a une question pour toi, là, d'Alexandre Olivier. Si la PSM va un jour exister en français. J'ai répondu dans le fil de discussion, donc non, c'est pas prévu, c'est beaucoup trop lourd. Parce que si vous le faites en français, moi, je le fais aussi en allemand, en espagnol et en chinois. Nous, on l'a fait. Nous, on l'a fait. Et je vous dis, ça a été une grosse connerie d'avoir fait parce que maintenant, le coût de maintenance de l'examen, il est insupportable. Voilà. Et pareil pour les supports de cours côté Scrum.org, à traduire, c'est trop galère. Violaine avait mis 2 autres questions qu'on a sautées. Celle-là, elle me plaît beaucoup. Est-ce que du coup, on peut imaginer que ce sera plus facile de demander à un Scrum Master d'être le manager au sens RH de son équipe, entre guillemets? Moi, je ne le ferai pas avec l'interprétation du terme manager dans les pays latins. Parce que le terme manager s'interprète aussi, hein. Ouais. Moi, fondamentalement, je considère que la hiérarchie est incompatible avec l'auto-management. Un fonctionnement hiérarchique, ça peut fonctionner, hein. Une structure hiérarchique tue l'intelligence collective, puisque c'est le chef qui tranche. Donc, je pense que c'est une très mauvaise chose d'envisager des relations hiérarchiques au sein d'une équipe agile. Ouais. Je suis extrêmement d'accord. Et voilà, après vient le problème. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est une chose. On a un problème de structure d'organisation. On est dans une période où on a encore l'ancienne structure qui est très présente et qui est une structure qui est très orientée plan de carrière voilà, hein, où on a des postes qui sont bien définis avec des fiches de mission et tout ça.
Et on a la nouvelle structure qui est en train de tout casser. Et la nouvelle génération, ils ne se connectent pas avec l'ancienne structure. Hein. C'est très compliqué. Où les gens, ils sont plus intelligents que la structure de l'organisation. En fait, les gens, ils sont là, ils ont compris, on est là pour travailler ensemble. Et voilà. Et le problème, c'est que si on fait confiance aux gens de faire leur travail et de livrer, normalement, tout va bien. Si on commence à dire aux gens quoi faire, comment faire, il y a Steve Jobs qui disait toujours, j'embauche pas des gens intelligents pour leur dire quoi faire. J'embauche des gens intelligents pour qu'ils fassent ce qu'ils savent faire. Alors, normalement, quand tu as quelqu'un qui vient te dire quoi faire, c'est qu'il ne fait pas confiance à tes capacités de réaliser le travail. Et c'est très malheureux. C'est vraiment très malheureux. Et les gens, voilà, ils se sentent pas bien dans ces systèmes-là. Et malheureusement, le terme manager dans les pays latins, ça reste l'ancien terme vraiment de management. Hein. C'est le chef, c'est la personne qui dit quoi faire, et surtout qui dit comment faire. Après, bon, ça dépend, il y a des orgas et des orgas. C'est vrai que, du coup, c'est vrai qu'en anglais, il y a les termes leader et manager. Mais en français, tout ça, on dit manager. Ouais. Et donc, une réaction de Violaine aussi sur la notion si Scrum Team devient Dev Team, que devient PO plus Scrum Master plus Dev. Donc, les PO plus Scrum Master plus développeurs, c'est la Scrum Team. Donc, la Dev Team devient Developers. Voilà, il n'y a plus de notion de Dev Team, donc il n'y a plus d'équipe à l'intérieur de l'équipe. Et encore une fois, l'idée forte, selon moi, c'est de faciliter donc la collaboration entre le PO et les développeurs. Est-ce que c'est plus clair pour toi, Violaine? Donc, il y a bien une Scrum Team. Okay. Super. Donc, ensuite, là, je pense que ça, c'est le vrai changement qu'il y a eu sur ce Scrum Guide. Donc, c'est le changement de cette version. Et donc, là, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, donc le Scrum Goal, ça fait aujourd'hui partie du Product Backlog. Donc, il s'agit d'un objectif à atteindre qui va permettre d'accomplir la vision du produit, mais à une échelle plus grande que le Sprint Goal. Donc, c'est un seul objectif. On en crée un autre quand celui-là, quand le premier est atteint ou quand il est abandonné. Mais donc, à chaque moment, on a un seul objectif du produit qu'il faudra atteindre et ensuite ou abandonner s'il est obsolète et ensuite on en crée un autre. Donc, là, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter par rapport à l'efficacité et à ce que vous pensez du Product Goal? J'ai juste un complément, c'est que maintenant aussi dans le sprint planning, on répond à 3 questions de façon officielle. Oui, on y arrive. Ah ok, mais en fait le Product Goal, il impacte jusqu'à là en fait, il impacte de la vision jusqu'au sprint planning. Oui. Et tout est très connecté. Mais je savais dire que ton plan Zacharia elle est cassé. Hein. Bon, alors je ne dis plus rien. Non, mais vas-y, Michel. Non. J'attends. Suspense. C'est vrai que c'est un truc qui manquait. C'était dommage d'avoir seulement officiellement un objectif à court terme avec le Sprint Goal, qui lui-même d'ailleurs n'était pas encore très mis en avant. Et donc ça fait complètement sens de dire j'ai un Sprint Backlog qui est associé à un Sprint Goal et donc j'ai un Product Backlog qui est associé à un Product Goal. Ça fait complètement sens. Et je pense que c'est important pour les individus, les êtres humains, de dire du coup, ils ont à la fois une vision à court terme et une vision à long terme. Ça permet d'avoir un continuum. Et je pense que ça manquait. Parfois, les gens disent ouais, j'aime pas dans Scrum parce qu'en fait, on voit juste ce qui se passe demain, et puis après c'est relou. Et ça permet à nouveau de donner de la cohérence à l'ensemble. Et je rajouterais en fait que peut-être que énormément d'équipes avec lesquelles j'ai travaillé, en fait, ils avaient déjà quelque chose qui va ressembler à ça, mais que chaque équipe va appeler de manière différente. Il y en a que j'ai connu qui vont l'appeler le release objectif, une autre qui va l'appeler d'une autre manière, mais là, on a quelque chose qui est devenu officiel et donc c'est surtout qu'on saura tous de quoi on parle quand on parlera d'un product goal. Parce que j'imagine qu'un vrai product owner qui a une vraie vision du produit,
il a forcément des product goals comme ça a été présenté, mais qui peut-être donc les réaliser, les mettre sous une autre forme, sous une autre appellation, et donc finalement, chacun va l'appeler d'une manière différente. Alors Violaine, en fait, là, la question product goal égale vision, quelle différence? Non. En fait, il y a la vision du produit, et ce qui se passe, c'est que le product goal, en fait, peut être, voilà, c'est le but du produit qu'on est en train d'adresser maintenant. Alors, et comme Zachary l'avait dit, c'est que tant qu'on a ce product goal, c'est le seul qu'on va avoir. Et il y a deux façons pour passer au prochain, c'est on l'a atteint ou on l'abandonne. C'est-à-dire on en a suffisamment, alors on ne veut plus. Et là, on passe au prochain, ou sinon, il ne sert plus à rien. Voilà. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est que ça renforce le focus, en fait. Et le gros problème, c'est qu'on voyait des équipes, et ça m'énervait. Alors, d'abord, il n'y avait pas de sprint goal. Alors, dans le sprint, ils faisaient un peu de tout, un peu de n'importe quoi. Et un sprint après l'autre. Alors, moi, j'ai toujours dit l'incrément, il s'emboîte sur l'autre. C'est un incrément de produit. Ce n'est pas un incrément du sprint. C'est ton incrément de produit qui grandit au fur et à mesure. Et maintenant, avec le product goal, ça reste beaucoup plus clair. C'est beaucoup plus simple à expliquer. En fait, il n'y a pas de changement. Hein. C'est juste une clarification d'une chose qui est là depuis le début, mais qui était très mal interprétée parce qu'il y avait un flou entre la vision qui est très haut niveau et le potentiel, le sprint goal en bas, parce que la question n'était pas là. Il y avait un trou. Là, voilà, ça complète ce trou. La métaphore que j'utilise, c'est de dire c'est comme si les incréments, c'était des perles qu'on enfile les unes après les autres sur un collier. C'est bien, je vais le voler celui-là. Et par rapport à la vision, moi j'ai aussi une autre chose, c'est que pour moi les deux choses sont vachement importantes, vision et goal. La vision est quelque chose d'assez inspirant et le goal est plutôt quelque chose de mesurable. Oui, et tous les goals qui vont arriver les uns après les autres vont permettre d'atteindre cette vision ou renforcer cette vision-là. Ouais. Il y a une question qui vient, est-ce que product goal égale release goal? Si tu as une notion de release, pourquoi pas? C'est une façon de le maintenir, pourquoi pas? Mais il y a des gens qui n'ont pas de notion de release, c'est-à-dire qu'ils mettent en production au fur et à mesure, parce qu'ils ont un flow continu de livraison de valeur. Exactement. Mais pourquoi pas? Moi, en formation product owner, c'est un des chemins que je suis en train d'enseigner maintenant, c'est ça. On peut, mais ce n'est pas la seule façon. Ouais, le product goal, ça peut être le release goal, mais on peut avoir des équipes qui vont faire des releases tous les jours. Et donc, ils ne vont pas avoir un release goal tous les jours. Donc, ça va être quelque chose sur un moyen terme. Ouais. Donc, je suis assez d'accord avec la réaction de Samy pour dire plus une sorte d'étoile du Nord, tout à fait. Quelque chose qui est un peu plus lointain, mais qui note quand même un cap. Yes. Donc, le singulier, pour moi, il est important parce que oui, c'est comme l'a dit Michel, il y a un goal. Et après, quand on atteint le goal, on passe au goal suivant ou alors on l'abandonne en cours de route parce qu'il est caduque. Oui. Donc là, Michel, c'est ce dont tu parlais. Régale-toi, les commitments. Je l'ai dit déjà. Ouais. En fait, là, réellement, il y a eu un point sur lequel, en fait, j'ai vraiment crié Alléluia quand je l'ai vu, c'est le fait que déjà le sprint goal, ça fasse partie du sprint backlog. Parce que le nombre de fois où j'ai entendu même des coachs agiles ou même, sans nommer, mais j'ai même entendu un formateur certifié répondre à une question sur le sprint goal, disant que si l'équipe ne voit pas l'intérêt d'avoir un sprint goal, qu'il ne le fasse pas. De toute façon, ça ne fait pas partie des essentiels de Scrum, les 3-5-3. Et donc, pareil, il avait répondu la même chose pour la definition of done, disant que non, si vous pensez que ce n'est pas intéressant, ne le faites pas. Alors que non, c'est… Pour le premier, je ne vais pas me fâcher contre la personne parce que le premier, ce n'était pas clair. Alors, ça dépend quand. Hein. Ça dépend quand. En 2017, ça devenait déjà un peu plus fort. Non, là, je parle bien de 2020. Je parle bien de 2020. Ouais, mais la DOD, on sait très bien. En fait, si on revient dans le début de tout ça, on a commencé. Alors, l'agilité, elle vient du RAD. Hein. Elle vient de 1991, la publication du RAD. Et le RAD, en fait, il y avait un principe très fort, c'est on arrête de négocier la qualité. La qualité est non négociable. Alors, c'est-à-dire que la DOD, si ça t'intéresse pas, tu ne la fais pas. DOD, c'est la definition of done. Si on ne la fait pas, si on n'a pas la DOD,
Ben, Mal. pas mal à côté. On n'est même pas à côté de la plaque. Je pense qu'on est parti dans l'autre direction. Hein. Enfin, sincèrement, pour moi, et je pense que c'est pareil pour Michel, enfin, la definition of done, c'est un concept super important pour nous en tant que formateurs. Et on insiste lourdement là-dessus parce que justement, l'expérience montre que c'est mal compris. Ouais, moi, je suis même trop chiant là-dessus, je pense. Oui. Et donc là, le changement, c'est qu'aujourd'hui, donc Product Goal, Sprint Goal et Definition of Done, donc on va les appeler commitments. Et donc, c'est encore plus fort que juste de dire il faut les faire. Donc, c'est vraiment quelque chose sur lequel on va s'engager. Donc, chacun des artefacts a un commitment. Et donc, ce commitment, c'est quelque chose sur lequel on va s'engager. Il faudra vraiment le garder, comme tu disais tout à l'heure, Michel, c'est que c'est le focus. Donc, c'est le focus qu'on voudra atteindre. Moi, je crois que c'est peut-être même le changement que je préfère dans cette version du livre, en fait. L'introduction des 3 commitments sur les 3 articles. Oui. Moi, je vais à une autre chose aussi derrière tout ça. C'est que, en fait, ça essaie de se battre contre le Scrum bisounours, où les gens ils pensent qu'on fait du Scrum pour que les gens soient heureux et qu'on fasse plaisir à tout le monde. Oui. Et en fait, là, on fait comprendre que en fait, le Scrum, c'est tout simplement une façon de faire où on exige que les gens ils aient de la maturité parce qu'on leur donne de la liberté, mais en contrepartie, voilà, c'est un compromis fort. On aura de la qualité, on va atteindre des objectifs, on va changer. Alors, on a un process instable, un produit instable. Alors, c'est vraiment de l'instabilité des deux côtés. Et on fait ça parce qu'on est toujours à la recherche d'une meilleure qualité fonctionnelle, d'un but qui est plus aligné avec le marché, avec le client. Et voilà, alors on vous donne de la liberté, mais en contrepartie, on a besoin de cet engagement très fort de votre part. Alors c'est fini le Scrum où les équipes font ce qu'ils veulent de leur côté et tout ça. Moi, je pense qu'il y a aussi, entre les lignes, il y a une guerre contre cette perception hein, du monde des bisounours là-dessus. Ouais, je suis complètement d'accord. C'est vrai que là, ce qu'on décrit, c'est comment faire utiliser Scrum de manière professionnelle. Effectivement, on n'est pas dans la cour d'école, on n'est pas des bisounours, on est censé être des professionnels. Et donc, il faut avoir le comportement adéquat. Quand je fais venir un ouvrier chez moi, je veux qu'il fasse un boulot professionnel. Je fais un truc propre, il respecte sa déontologie, son éthique, c'est les règles de l'art de son métier. Et on doit faire pareil. D'accord. Bien qu'Olivier il est plus jeune que moi, alors il est multitâche, il arrive à parler et écrire en même temps. Je crois que je suis plus vieux que toi, Michel. Mais c'est juste que je parais plus jeune que toi. On a peut-être laissé passer quelques petites questions. En particulier, une truc que je trouve rigolote, enfin intéressante, pardon. Et si Sprint Goal est antinomique avec Product Goal, que se passe-t-il? Mais en fait, ils ne peuvent pas, parce que le Sprint Goal, en fait, revenons dans le guide. Le guide, il dit qu'on va prendre un Product Goal et on va y travailler dessus jusqu'au moment où il est fini. Alors, il y a deux façons qu'il soit fini, c'est on en a suffisamment ou on l'abandonne. OK? Puis là, on passera au prochain. Alors, voilà, c'est-à-dire que le Sprint Goal, en fait, c'est un petit chemin. Pour ramener vers le product goal. Voilà. Et alors si ça se passe, c'est-à-dire que les gens, ils n'ont pas compris ce changement-là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de focus. Et là, on est dans du développement aléatoire, randomique, sans valeur. Et voilà. Le pattern qui peut amener à ce genre de choses, c'est avoir un PO pantin. Un PO qui subit des ordres et du coup, dès qu'il sort du bureau du chef, il est obligé de changer dans Sprint Goal et du coup, il n'y a plus aucune cohérence dans le backlog de produits. Oui. Mais s'il est vraiment honneur de son produit, il doit y avoir une cohérence dans ces éléments-là. Ouais. Donc, dans ce cas, soit il voit que donc, comme disait Michel, le product goal n'a plus besoin d'être, et donc on va le changer. Et donc là, on aura un autre sprint goal qui va dans le chemin du nouveau. Ou alors on reste sur un focus sur l'ancien, et donc il faudra que le sprint goal soit juste une marche qui va nous permettre d'atteindre ce product goal.
Est-ce que le guide définit exactement le produit goal? Je ne sais pas ce que tu veux dire, Violaine, par exactement, mais pour moi, non. Encore une fois, le guide nous dit réfléchissez. Oui. Alors, Pour le Spring Boot, en fait. il faut comprendre une chose, hein. Scrum depuis le début, non, après le livre qui a été écrit par Ken et Mike, depuis cette erreur-là, ils ont compris, Scrum te dit toujours le quoi, mais jamais le comment. C'est très simple. Et Scrum, et c'est écrit noir sur blanc, hein, Scrum, c'est juste un conteneur. Et c'est à vous d'aller chercher en dehors les pratiques que vous avez besoin pour remplir ce conteneur-là. Exactement, Il faut avoir cette notion-là. Hein, parce que peut-être la manière dont tu vas l'écrire pour ton produit Michel, ça ne marchera pas sur le mien. c'est pas peut-être, c'est sûrement. Tu peux être certain. Moi j'ai mes problèmes psychologiques qui m'appartiennent à moi. Je suis un taré de test. J'ai tous mes problèmes à moi qui fonctionnent très bien avec moi. Si je suis pas autour, ça se peut que ça ne marche pas. Et voilà. Et du coup, ce que tu viens de dire, Michel, c'est un élément de réponse aussi à la question de Samy sur, dans l'absolu, quel conseil pour une bonne formulation du Spring Goal? Il n'y a pas d'absolu. Alors, il y a ce que j'aime. Et ça, c'est différent. Je peux partager mon opinion, mais ça reste mon opinion. C'est tout simple. Moi, j'aime bien avoir un petit format. Moi, j'adore raconter des histoires. Moi, je dis à la fin, alors moi, j'utilisais Persona. Alors là, bon, je ne vais pas expliquer c'est quoi, mais je dis, par exemple, à la fin de ce sprint, Zacharia sera capable de. Et là, j'explique que, par exemple, sera capable de payer avec multiples cartes de crédit. Voilà. Moi, c'est ce que j'aime bien. C'est comme ça quand je suis à la sprint review. Alors, quand je suis en train de parler en termes de product owner, hein, pas en termes de Scrum Master, laissons ça bien clair. Parce qu'après, on va dire, ah, Michel a dit ça que le Scrum Master fait ça. Hein. Comme ça, on laisse ça bien clair. Et là, je peux raconter des histoires. C'est juste pour ça. Mais si tu n'aimes pas raconter des histoires, mon format, il est débile. C'est très simple. Ah, Scrum Master is a true leader. OK. Oui, donc en fait, là, on en a parlé tout à l'heure, mais ça va dans ce sens où, par confusion, il y en a qui vont dire, oui, est-ce que ça veut dire que le Scrum Master devient le chef d'équipe? Est-ce que le Scrum Master, ça devient vraiment un leader? Et comme tu disais, Michel, ça vient de la confusion entre leader et manager. Un conseil, prenez le Scrum Guide, ouvrez-le, faites CTRL F sur le mot master. Comptez combien de fois il apparaît. Et faites CTRL F sur le mot team. Comptez combien de fois ça apparaît. Là, vous allez comprendre. Scrum, c'est tout pour l'équipe. Le Scrum Master, on n'en parle presque plus. Et c'est exactement à cause du voilà, c'est. Oui. On parle beaucoup dans le chapitre, dans de petits paragraphes, Scrum Master. Là-bas, on va master plusieurs fois. Oui. Et donc, pour vous, qu'est-ce que ça changerait de modifier ce terme-là, donc de changer le servant devant leader? Ken et Jeff m'ont dit que c'est la notion de servant, le servant leadership, c'est un concept qui est très mal compris, parce que tout le monde ne sait pas lucher toute la littérature, et du coup, il s'arrête à servant. Ou alors parfois, effectivement, un chef de projet, ça c'est un problème. Mais souvent, en fait, ça s'est arrêté à servant. Et alors, je ne suis pas fan du true leader. Le true, ça sous-entend qu'il y a des false leaders. Mais je pense que ça laisse aussi la porte ouverte à plusieurs modèles de leadership. Donc, que ce soit servant leadership ou host leadership ou d'autres modèles que je ne connais pas. Mais c'est pour, encore une fois, essayer de corriger le tir sur des incompréhensions. Alors, il y a ça et il y a une rumeur. Après, ça reste une rumeur. Hein, et les rumeurs sont des rumeurs. Et la rumeur dit qu'il y a beaucoup de gens qui réclamaient du mot servant dans le titre, dans la description du Scrum Master, parce que servant est un terme esclaviste. Hein. Il y a eu l'époque, il y avait des problèmes. Alors, c'est le servant, c'est celui qui est là pour servir les autres et tout ça. Alors, ça, c'est une rumeur. Alors, voilà. Si c'est vrai ou pas, avec ce qui se passe dernièrement en Amérique du Nord, moi, ça déconne pas trop de l'avoir enlevé à cause de ça. Mais aussi, il y avait le problème d'interprétation dessus. Mais problème d'interprétation, Olivier, on enlève leader aussi. Hein, parce que leader aussi est très mal interprété. Ouais. Voilà. Et de nouveau, je vais être honnête, hein, moi je suis content que les deux ils font le Scrum Guide parce que alors je suis content d'un côté et pas d'un autre, mais là choisir le mot,
bonne chance. Tout le monde va toujours réclamer. Il y aura toujours quelqu'un qui réclame. Et je me rappelle qu'on avait mis Servant Leader. Je me rappelle que le bruit qui est monté dans la communauté agile était gigantesque. Ah, maintenant, le Scrum Master travaille pour les autres. Maintenant, c'est-à-dire qu'il est employé de l'équipe. Alors, c'est-à-dire que dans les hiérarchies, le Scrum Master est en dessous des autres. Je me rappelle de tous les bruits qu'il y avait. Et voilà. Alors, il y a. Moi, honnêtement, je n'aimais pas Servant Leader. True Leader, ça me dérange un peu moins, mais c'est-à-dire quoi aussi, comme Olivier dit, Olivier, je suis d'accord avec toi, c'est-à-dire quoi True Leader? Leader, oui. Il y a une discussion là qui s'est passée sur LinkedIn où, voilà, un vrai leader, c'est quelqu'un qui crée des nouveaux leaders. Et puis là, il y a des gens qui sont venus dire, OK, alors moi, il faudrait que je change le nom de ma formation et dire que je suis en train de faire une formation de suivership. Ben, peut-être. Si tu crées que des suiveurs, ben, peut-être. Hein. Alors voilà, mais c'est interprétable. Peut-être j'ai tort. Voilà. Mais c'est compliqué. Hein. Ça, c'est des choses que c'est compliqué à répondre. Donc ensuite, ça, on en a parlé tout à l'heure, donc qui étaient les rôles qu'on appelle aujourd'hui les accountabilities. Et donc, je pense que ça, c'est. Bon, je ne vais pas entrer dans la tête des créateurs, mais en fait, ce que je sentais moi-même, c'est que des fois, on va sous-estimer le rôle, par exemple, du product owner. Et donc, parce qu'on l'a mal compris, mais finalement, quand on voit les équipes et quand on cherche le vrai preneur de décision, on va trouver un manager ou un directeur, mais c'est juste qu'il ne veut pas être appelé Scrum Product Owner parce que pour lui, c'est un titre, c'est un job, c'est un métier. Et donc, lui, il me dit, moi, je gère plusieurs product owners, donc je ne voudrais pas être product owner moi-même. Alors qu'en réalité, c'est lui le vrai product owner de l'équipe. Et donc, aujourd'hui, pour moi, ça résout un problème, c'est que tu sois dans l'entreprise super-héros, tu sois manager, directeur, peu importe l'appellation que tu es, tu peux avoir cette accountability de product owner ou de scrum master ou de développeur. Pour caricaturer, j'aime bien dire le rôle, c'est ce que je mets dans la signature de mail. Là, le challenge, c'est pas comment tu signes tes mails, c'est tu es mandaté pour faire quoi. Exactement. Alors moi, je vais aller un peu plus loin de ce qu'Olivier vient de dire, parce que pour moi, c'est exactement ça. Et c'est alors le rôle, en fait, si on parle de la discussion du rôle, ce n'aurait pas dû être ce que tu as dans la signature de ton mail. Ce que tu as dans la signature de ton mail, c'est ta job description, ta position. Mais le problème, c'est que plusieurs entreprises, ils ont créé des job descriptions, c'est-à-dire des positions dans l'entreprise, Scrum Master, Product Owner, et ainsi de suite. Même Proxy PO, hein, pour aller plus loin. Hein. Alors moi, je pense que si on gardait les rôles, on aurait dû appeler banane, pomme et poire. Hein, personne va être banane, personne va être pomme, personne va être poire, comme ça, on n'a plus d'emmerdement là-dessus. Alors là, ce qui se passe, c'est que maintenant, on va dans des discussions qui sont plus profondes. Alors, sur le Scrum Guide, il va sur le quoi. Hein, le quoi, c'est t'es responsable de quoi. Hein. Accountable, c'est un peu plus fort que responsable. Et sur le comment, tu vas devoir réfléchir quelles sont les compétences que je dois avoir pour pouvoir me responsabiliser de ces éléments-là. Alors là, on va dans les vraies discussions, en fait. Là, on va dans les vraies discussions d'une équipe qui se forme. C'est-à-dire, tu as des responsabilités, mais vis-à-vis de tes collègues, pas vis-à-vis de l'organisation, parce que l'équipe Scrum a la responsabilité de livrer. Okay, à l'intérieur de l'équipe, on a des responsabilités. Et maintenant, il faut réfléchir quelles sont les compétences qu'on doit avoir pour être en mesure d'accepter ces responsabilités-là. C'est-à-dire qu'on humanise encore plus l'intérieur de l'équipe Scrum et on est revenu au paper d'origine, on est revenu à The New Product Development Game, on est revenu là. Voilà, on est revenu à la source. Et peut-être, c'est pour ça, en revenant à la source, c'est pour ça qu'ils ont enlevé le mot agile, ils ont mis le mot lean à la place. Hein. Oui. Et moi, honnêtement, enlever le mot agile, moi, je pense que c'est très bien, hein, même s'il y a des gens qui y réclament. Agile est tellement galvaudé aujourd'hui, je suis d'accord avec toi, Michel. Business agility, voilà, tout est agile aujourd'hui. On fait du yoga, voilà, c'est ça. Donc, ensuite, là, sur le sprint planning, la première partie qui a été rajoutée. Et donc, avant, souvent dans la partie du quoi faire, on discutait aussi du sprint goal. Et donc,
là, c'est devenu une partie à part. Et donc, c'est ce qui justifiait tout à l'heure ce que je disais par rapport à la personne qui disait non, c'est donc le sprint goal, vous pouvez ne pas le faire. Et donc là, c'est pour mettre l'accent là-dessus et pour dire il faudra déjà qu'on sache pourquoi on le fait, dans quel objectif, comment est-ce que ce sprint goal va nous rapprocher du product goal avant de parler du quoi et du comment pendant le sprint planning. Ouais, là, c'est le start with why. Mhm. Qu'est-ce qui fait que tu es prêt à financer un sprint? Et après, on discute de qu'est-ce qu'on met dedans, quoi. Exactement. Et parler du why dès le début, on sait déjà quelles sont les parties prenantes qui vont être intéressées à venir à la sprint review. C'est plus facile de gérer l'agenda des gens occupés quand ils savent 2, 3 ou une semaine avant. Non, en fait, j'ai dit 3. Oh, j'aime pas 3 semaines. C'est pas grave. C'est mon opinion, c'est mon problème, c'est pas le vôtre. Et voilà, c'est-à-dire que les personnes savent à la fin de ce sprint-là, ça c'est la proposition de valeur que je vais avoir. Si ça m'intéresse, ben, voilà, j'ai X jours en avance pour me préparer. Ça résout un gros problème d'implémentation parce que voilà. En fait, ça, je pense, c'était un upgrade pour que les gens ils arrêtent de faire des sprints sans but. Alors les gens ils prennent trois items de backlog totalement aléatoires parce qu'ils sont allés chercher par des techniques qui ne sont pas du tout Scrum, par leur taille de story point basée sur la vélocité. Mais attends, on fait du Scrum, on fait du cristal. Oui, les story points c'est bien, la vélocité c'est bien, c'est très utile. Mais rappelle-toi, c'est des outils que tu peux rajouter dans Scrum. Il faut se rappeler, dans Scrum, tu as un incrément qui apporte de la valeur. C'est ça. Et à la fin de ton sprint, tu rajoutes quelque chose sur ça. Donc là, on a une question encore de Violine qui dit pas compris pourquoi le sprint goal disparaît du planning et le product goal, on en parle quand même. En fait, il ne disparaît pas, au contraire. On va le mettre plus en avant parce que toute la première partie du why, ça va parler du sprint goal. Donc, le sprint goal, c'est en effet la partie why. Et donc, on parle du product goal pendant cette partie parce que le sprint goal, comme on a dit, c'est juste une marche qui va nous approcher du product goal. Et donc, on va créer un sprint goal avec, en fait, en fait, avec un focus qui va nous dire le sprint goal va nous ramener vers le product goal. Oui, c'est une intention de sprint goal, tout à fait. Et donc, Yusri qui dit c'est une équipe self-managed et on demande au Scrum Master d'être leader. C'est donc c'est compatible avec les responsabilités du product owner. J'ai pas compris la logique. C'est peut-être une réponse aux questions précédentes. Ouais. Quelle dire avant, ok, voilà, bon. Ouais. Vu le timing, je lirai après. Je vais lire le chat comme je lis mes documents. Ça marche. Donc ensuite, donc dans le Daily Scrum, si le Scrum Master ou le Product Owner travaille sur des éléments du backlog, donc ils sont considérés comme des développeurs et donc ils vont participer au Daily Scrum en tant que développeurs. Et donc ça, quelque part, c'était le cas, c'est juste que… Et voilà. Et l'important, c'était en tant que développeur. Oui. C'est-à-dire que si tu es actif, pendant le sprint, et c'est très bien. Il y a les PO, par exemple, alors ils utilisent du BDD, ils sont en train de faire du garting, ils sont en train d'être là, ils font des tests et tout. Et puis bon, ils sont très proches, ils sont toujours là. Mais là, ils sont en tant que développeurs, c'est-à-dire qu'ils ont le rôle et c'est génial. Ils ne sont pas là en tant que product owner, ils sont là en tant que développeurs. Donc le Daily Scrum, c'est toujours pour les développeurs. Et c'est un sujet, c'est le replanning du sprint plan. On le replanifie, voilà, on analyse et on replanifie. Et on reste que là-dessus. Alors ça, c'est bien, ça clarifie, parce qu'une des choses qui était énervante, c'était des questions en dehors du sujet principal du Daily Scrum. Et les gens me disent, oh, mais tu sais, moi, dans l'entreprise, mon Daily Scrum me prend 1 heure. Et je vais voir, mais ils parlent de tout n'importe quoi. Ils sont en train de parler de qu'est-ce qu'ils vont faire le barbecue le week-end. Mais non, voilà,
c'est focus, de nouveau, focus. Hein, on va de l'avant. Oui. C'est nécessaire pour chasser le gaspillage, comme on prétend être lean. Le focus est sous-estimé en fait. L'importance du focus est sous-estimée. Exact. Donc là, Michel, t'en as parlé tout à l'heure, donc le terme agile qui disparaît et que le terme lean fait face. Là, je vois aussi un intérêt aussi, je dirais, commercial, puisqu'encore une fois, Scrum vise à être plus inclusif, plus ouvert sur tous les domaines et pas que IT. Dans les autres domaines, Lean, ça parle à beaucoup de gens, avec Lean Manufacturing, Lean Development, Lean Management et compagnie, alors que Agile, il y a encore une connotation trop IT. Donc, je pense que ça contribue à ça aussi. Et surtout, les gens, il y a beaucoup de gens qui vont s'acheter avec moi là maintenant, mais c'est pas grave, on est loin. Hein. Maintenant, quand les gens ils disent ah, Safe c'est agile, je vais dire oui, Scrum ne l'est pas. J'ai besoin de leur expliquer pourquoi Safe n'est pas agile, parce que Safe n'est pas agile, mais c'est pas grave. Mais au moins agile, c'est pas grave. Donc, je parle pas d'agile, je parle de Lean ici. Oui. Et là, je tue toutes les questions autour de Safe. Ça, c'est génial. Et comme tu as parlé d'aspect commercial, en fait, je te rejoins parce que là, il n'y a même pas une semaine, j'étais sur une réunion où il y avait aussi des personnes de business, donc vraiment pas que de l'IT. Et donc, quand on parlait de Lean et d'Agile, tout le monde était d'accord que l'Agile, c'est juste pour le processus, c'est la manière de faire, alors que le Lean, ça va être plus sur la vision produit, plus sur la gouvernance, etc. Donc, c'était peut-être une mal-compréhension, mais donc là, comme tu dis, c'est pour essayer d'atteindre plus de domaines. Alors, il y a une question, c'est que devient le QA dans cette nouvelle réforme? Comme toujours sur l'IT, QA, ce sont des compétences de développeurs. C'est ce qu'on disait au tout début, hein, le problème, c'est le terme développement. Si on revient dans les années 90, c'est là où le RAD a émergé, où Scrum a été créé et tout ça, quand on parlait des développeurs, c'est n'importe quelle personne qui a des compétences autour du développement de produits, logiciel informatique. Alors, faire de la QA, même la gestion de projet, c'est quelqu'un qui fait que de la gestion, et il était considéré, voilà. Mais avec le temps, comme on connaît très bien, hein, ce que les entreprises aiment bien faire, c'est séparer pour me régner. Ils ont séparé tout le monde. Hein. Et en fait, QA, malheureusement, aujourd'hui, c'est un département, mais les compétences qu'un QA a sont nécessaires dans une équipe. Si on n'a pas des gens qui sont capables de faire de la QA, ben, comment qu'on peut avoir des produits de qualité? Ça n'existe pas. Je pense que la séparation n'est pas juste pour mieux régner, c'est parce que les entreprises sont la plupart orientées sur maximiser l'utilisation des ressources. Oui, oui. Des ressources. Des ressources. Et dans Scrum, ça a toujours été clair, on a des ressources dans Scrum. Ça s'appelle équipe Scrum. C'est une ressource. Ouais. Et nous, on cherche à maximiser la valeur et non pas occuper les gens à temps plein. Voilà. Et alors, la question de Khalid, elle est très intéressante sur ce que devient le QA, parce que ça sous-entend que dans son organisation, à Khalid, peut-être que je me trompe, mais les QA ont une place à part et que probablement, en fait, les codeurs livrent un incrément à l'équipe de QA. Ce qui veut dire qu'à nouveau, il y a un problème sur la compréhension de la DOD. Oui, exactement. Et c'est le releasable, c'est-à-dire qu'on met ça pour les gens qui sont en pré-production, hein, parce qu'on va passer sur plusieurs environnements avant d'y arriver. Ensuite, ça c'est génial. J'ai vraiment sauté de joie quand je l'ai vu. C'est que implicitement, comme on est passé de dev team, qui était une équipe dans l'équipe et qui s'occupait d'établir la definition of done. Donc aujourd'hui, comme on a une seule équipe qui est la Scrum Team, et donc forcément, si on n'a pas un standard organisationnel, c'est l'équipe Scrum tout entière qui va réaliser la definition of done et non pas que les développeurs. Et parce que de toute façon, le product owner aussi est impacté par cette definition of done. Là, encore une fois, c'est quelque chose qui existait déjà dans le précédent, mais qui était peut-être moins explicite. Ça existait de facto, puisque pour moi, de toute façon, les critères de qualité du produit embarquent aussi bien la qualité intrinsèque que la qualité extrinsèque. Donc, un point de vue qualité produit et qualité technique. Donc, il y avait déjà forcément des ingrédients qui venaient du PO d'un côté et des développeurs de l'autre. Mais là, maintenant, c'est plus explicite. Oui, mais par contre, dans l'ancienne version, ça disait clairement que c'était l'équipe de développement qui réalisait la definition of done.
c'est elle qui est responsable de la respecter, mais la construire, la construction en tant que telle, je pense que les mots étaient… J'ai vérifié, hein, je ne suis pas sûr certain. Voilà, là maintenant, je ne sais pas, j'ai tellement lu et relu cette nouvelle version que ça peut m'échapper. Mais là je suis déçu parce que j'ai toujours voulu qu'il y ait un changement au début de cette phrase. Là, il dit « If it is not an organizational standard ». Je changerai ça pour « even if it is an organizational standard », c'est-à-dire même s'il y a un standard d'organisation, l'équipe Scrum doit créer une definition of done appropriée pour le produit. Parce qu'il y a des organisations qui ont des standards déterminés qui sont lamentables, qui sont inacceptables. Alors, de nouveau, j'avais une attente énorme sur le changement des petits mots au début et c'est pas venu. Mais je vais continuer à enseigner de la façon que j'enseigne, hein, dire que voilà. Hein. De toute façon, généralement, les standards de l'entreprise sont assez stables dans le temps, alors que de toute façon, vous le savez tous, la definition of done est censée durcir au fil des sprints. Exact. Donc, forcément, on va s'écarter du standard de l'entreprise et on devrait… Mais ça, c'est dit noir sur blanc, c'est que ce standard de l'entreprise, il faudra le prendre un minimum. Donc, ça veut dire qu'on peut avoir plus de critères, on peut le durcir. Minimum. C'est pas dit, parce que là, il dit si ce n'est pas un standard d'entreprise, on crée la DOD. C'est ce que la phrase dit. Et depuis le premier Scrum Guide qui a été publié, on a toujours le même début de phrase. Et ça m'énerve. Parce que les gens disent ah oui, mais c'est l'entreprise qui impose. Alors, l'entreprise impose que tu sois médiocre. C'est le minimum que l'entreprise te demande, tu vas être médiocre parce que c'est ce que l'entreprise te demande. Mais non, on veut s'améliorer. C'est l'objectif. Si on prend le manifeste agile, alors malheureusement, c'est écrit au début qu'on est en train de découvrir des meilleures façons de développer des logiciels informatiques. C'est-à-dire que l'amélioration de la DOD, c'est exactement l'agilité appliquée à l'intérieur. Mais ce dont je parlais, Michel, c'était ça. Donc, if the definition of that for an increment is part of the standards of the organization, all Scrum teams must follow it as a minimum. Oui, as a minimum, voilà. Mais il y a des gens qui utilisent ça comme excuse pour rester médiocre. L'interprétation. Tu comprends, Zakaria, oui, je comprends. Oui. C'est pour ça que je dis, même s'il y a un standard, on le prend comme minimum, mais il faut aller au-delà. Il faut aller au-delà. Est-ce qu'on peut prendre la réaction de Violaine, se durcir ou s'assouplir pour la DOD au fur et à mesure que l'équipe devient mature normalement, la DOD devient moins détaillée. Effectivement, le but, ce n'était pas d'avoir une liste à la Prévert de 250 items. Pour moi, ça reste un pense-bête sur à quoi est-ce qu'on doit veiller pour faire de la bonne qualité. Donc, tu peux avoir moins d'items, mais ces items, ils seront tout le temps plus ambitieux en termes de qualité. Ou alors, le même item, on va rajouter, donc on va le durcir. Donc, elle peut être moins détaillée si l'équipe a besoin de moins de pense-bêtes, mais sur des trucs plus stricts. Donc, là, on a terminé en fait les grands changements. En fait, on ne pouvait pas aller vraiment dans le détail chacun, donc point par point. Sinon, ça aurait pu durer 3 heures et on n'aurait pas terminé. Et donc là, les autres que j'ai notés, c'est que donc, the moment a product backlog item meets the definition of done, an increment is born. Et donc ça, pareil que tout à l'heure, je pense que c'est juste que ça a été plus mis en avant alors que c'était le cas avant. Oui, si je peux réagir, Zakaria, effectivement, ce morceau-là, il me semblait faire partie des trucs importants parce qu'il y a beaucoup de gens qui assimilent la cadence des sprints à des cadences de livraison. Exactement. Or, ce ne sont que des cadences de feedback et des cadences de planification. Jamais dans Scrum, on vous dit quand est-ce qu'il faut livrer. Exact. C'est écrit noir sur blanc. Maintenant, dès que c'est prêt à livrer, faites-vous plaisir. C'est exactement ça. Donc, ça n'a jamais été le cas. C'est juste que là, on le dit clairement pour qu'on n'ait plus ces ambiguïtés. Ouais. Donc, ensuite, ça, on en a parlé, les no more than 3 questions as an example on how to run the daily Scrum. Heureusement. La sprint review, the development team discusses what went well during the sprint, what problems it ran into, and how these problems were resolved. Donc ça, cette partie, ça a été enlevé.
Est-ce que vous avez un commentaire par rapport à celle-là? Non, mais c'est comme le coup des 3 questions, c'est que c'est moins prescriptif. Exactement. Vous respectez le produit et son contexte et vous faites comme vous voulez, comme vous jugez bon de le faire. Yes. Donc, ensuite, the Scrum team identifies the most helpful changes to improve its effectiveness. The most impactful improvements are addressed as soon as possible. They may even be added to the sprint backlog for the next sprint. Donc là, on n'est plus dans l'obligation, après une rétrospective, de prendre les actions et de les mettre dans le sprint backlog du prochain sprint. Parce que des fois, l'équipe n'a pas le levier de pouvoir faire les changements qui leur restent, hein, et ils ont besoin d'aller au-delà. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas mettre quelque chose, ils peuvent pas se compromettre à le mettre. Et, voilà, moi je pense que ça fait du sens. Ça fait du sens. Oui, exactement. Encore une fois, c'est moins prescriptif, c'est faites votre mieux, ça sera très bien. Exactement. Exactement. Donc, ensuite, les attributs des PBIs, où avant c'était défini, et donc où aujourd'hui on va donner quelques exemples, mais on dit often vary with the domain of work. Et donc là, peut-être que ça peut être soit commercial, soit pour atteindre plus de domaines, et donc ne pas être que dans l'informatique. Et encore, même dans l'informatique, de domaine en domaine, on peut avoir des attributs différents. Donc, ensuite, un petit changement sur le vocabulaire qui est d'enlever le mot estimate et de le remplacer par le sizing. Ouais, pour moi, c'est vrai que estimate, ça a toujours été un terme mal choisi, ambigu, parce que là, ma métaphore, si je te demande, Zacharia, estime-moi une voiture, ça veut dire. Non, mais je suis d'accord. Donne-moi la taille d'une voiture, petite, moyenne, grosse, voilà. Donc en fait, quand on parle d'estimate, en fait, c'était estimate de size, estimer la taille. Donc c'est vrai que c'est taillé en anglais, sizing. La fameuse question qu'on utilise beaucoup, combien de balles de ping-pong tu es capable de mettre dans une voiture? Là, je te demande, t'en mets plus dans une voiture ou dans un bus? Et il y avait aussi un point, c'est que des fois on parle de valeur et ensuite on dit estimer la valeur. Donc finalement, estimation, ça ne veut rien dire. Qu'est-ce qu'on estime en réalité? On estime l'effort, on estime la valeur, on estime qu'est-ce qu'on estime en réalité. Exactement. Et donc là, c'est là qui est pour moi la phrase la plus mal comprise de tout le nouveau Scrum Guide, mais surtout par les francophones, c'est the Scrum Master is accountable for the Scrum team's effectiveness. Et donc ça, on l'a détaillé tout à l'heure pour dire, ça ne veut pas dire qu'il est le chef. Mais c'est l'effectiveness dans la perception de Scrum. Qui fonctionne bien. Ça ne veut pas dire qu'ils livrent comme des fous et que le time to market réduit à chaque fois ou voilà, ou que la quantité de points livrés augmente. C'est l'efficacité, c'est-à-dire c'est sur le fonctionnement. C'est-à-dire qu'ils communiquent bien, ils se respectent, ils évoluent les outils aux besoins. C'est ça. C'est ça. Et puis comme c'est au niveau de la Scrum Team et pas seulement des développeurs, à nouveau, c'est peut-être qu'ils livrent moins vite, mais plus de valeur. Exactement. Voilà. Parce que quand même, dans notre métier, il y a quand même ce grand travers, c'est que les développeurs, ils sont tellement omnibulés par leur vélocité, mais s'ils livrent plus de trucs inutiles, à quoi bon? Et je dis, moi, je suis un des coupables. Hein. Si on regarde il y a 8 ans en arrière, moi, j'enseignais la vélocité parce que pour les gens que j'enseignais, ça faisait du sens. Aujourd'hui, j'en parle plus parce que le nouveau public que j'ai en formation, ils sont là parce qu'ils veulent apprendre à aller chaque fois plus vite. Alors, je n'enseigne plus. Ça fait plus de sens. J'enseigne d'autres techniques. Donc, on a une remarque qui dit « Cela change toute la conception quand on parle de l'efficacité du fonctionnement et de l'application de Scrum. » Donc là, moi, c'est tout ce que j'avais mis. Est-ce que vous avez en tête d'autres changements que j'avais omis de mettre sur cette structure? Parce que là, ce que j'ai mis sur ces slides, comme tu disais, Michel, c'est surtout une petite structure, pas forcément qu'on va la suivre à la lettre, mais surtout pour orienter un petit peu la discussion. Mais tu as bien planifié, hein, Zacharia. Tu as réussi à maintenir Olivier et moi dans le même plan. C'est bien ça. Wow. J'y croyais pas au début. C'est bien. En fait, c'est il faut
Alors, moi j'ai accepté de venir ici discuter, c'était une discussion ouverte, c'était pas. Mhm. Mais en fait, moi je pense que la meilleure façon pour que les gens arrivent à voir les vrais changements entre les deux guides, c'est d'imprimer les deux. Alors faites vite, un de ces peu, il n'y aura plus les deux versions en ligne. Ouais. Alors, moi j'ai mon historique, je ne sais pas s'ils sont trouvables sur Internet. Imprime les deux côte à côte et regarde. Et essaye de voir les mots qui ont changé. Alors moi je n'ai pas regardé les traductions. J'ai toujours peur des traductions parce que déjà la version en anglais, c'est extrêmement sensible, un petit mot. Après dire ouais, mais voilà, je ne connais pas les termes en anglais, alors pour moi c'est mieux traduit. Ok, je comprends. Mais voilà, et regardez l'interprétation, comment qu'elle change d'après vous. Et c'est pour vous. Il faut comprendre que une des beautés de Scrum, c'est qu'il t'autorise à avoir un certain levier d'interprétation sur certaines choses. Tu as cette liberté. Okay, et, et c'est pour ça que le Scrum Guide, cette version, je pense, a été la plus longue à être publiée des dernières. Parce que sur les feedbacks et les retours et les bagarres et les insultes, ça a été la plus longue. Mais c'est des bonnes choses parce qu'en fait, la communauté a été écoutée et le petit mot qui gêne, voilà, il va être adressé. Et c'est vraiment le Scrum Guide, il faut le prendre comme un outil pour comprendre les bases du Scrum, mais surtout pour discuter autour de Scrum. L'important, c'est de prendre le guide et puis s'asseoir autour d'une table. Faites pas ça, alors autour d'une session Zoom avec des collègues et tout ça, et discuter, partager, échanger. Et parce qu'en fait, la seule façon d'avoir une perception qui est bonne, c'est avec l'intelligence collective. Et la façon que vous allez l'interpréter, elle est très particulière, elle dépend de votre expérience. Comme par exemple, il y a quelqu'un qui a beaucoup interagi, c'est quelqu'un qui est aujourd'hui dans une case d'entreprise QA. C'est une personne, pour moi, c'est une personne qui a des compétences. Et moi, ça m'intéresse, c'est les compétences des gens. Et bien sûr, la perception de cette personne, c'est selon son expérience. S'il y a quelqu'un qui est chef de projet, la perception va être par son expérience. Et quand il est plusieurs en même temps en train de le lire, en train de travailler autour, la perception est beaucoup plus profonde, elle est beaucoup plus intéressante. Alors, moi, je le dis, alors je parle pour moi et pour Olivier, après Olivier, il peut corriger. Nous, on est chanceux d'être formateurs. Parce qu'en fait, on a tellement de questions qui viennent de tous les côtés qu'on finit par être obligé d'avoir un regard qui est plus global. Et on finit par essayer de comprendre la douleur de toutes les personnes. Alors, quand on lit une nouvelle version, on essaie d'avoir. Alors, moi, je ne l'ai qu'un regard de formateur et je m'imagine quelles sont les questions que je vais avoir. Quelles sont les réflexions des gens. Et ça me pousse, ça me force à avoir cette vue plus globale quand j'analyse le guide. Mais vous, analysez-le dans votre perception à vous, dans ce qui change pour vous, de ce qu'il apporte pour vous, et partagez avec vos collègues. Et ensemble, ayez une vision plus large. C'est un travail d'équipe. Il faut se rappeler, le nouveau Scrum Guide, c'est tout pour l'équipe. Voilà. Alors, il faut le lire et l'apprendre de cette façon-là. Ça, c'est mon commentaire. Et voilà. C'était une belle conclusion. N'oubliez pas que Scrum est incomplet by design. C'est volontairement incomplet pour que les gens réfléchissent. Et on réfléchit mieux à plusieurs. Bon, une petite bière. Oui. Ça va être l'heure. Je ne sais pas si dans l'audience, il y a encore d'autres questions.